On s'est rendu compte qu'il y a un gros churn, une grosse cause d'abandon de panier, qui est la rupture de stock. On estime que ça peut aller jusqu'à 30% dans certains verticaux. Donc je suis allé jusqu'à la fiche produit, j'ai regardé, il n'y a pas ma taille, je pars 30% dans certains verticaux d'abandon. Exactement. Okay. Ça peut même aller plus haut dans des cas précis. Bonjour, je suis Laurent Cretz et vous allez écouter Le Panier, un podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes d'acteurs du commerce en ligne. Mon objectif avec Le Panier, c'est de vous faire gagner du temps en allant chercher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer ou progresser dans la vente en ligne. Acquisition, plateforme, panier moyen, emailing, logistique, on abordera ici tous les sujets du e-commerce. Le Panier vous est proposé par Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie digitale, qui accompagne ses clients dans la croissance de leur business en ligne. Fondé par 4 entrepreneurs, Cosa Vostra met les mains dans le cambouis et crée également ses propres startups afin de mieux maîtriser les problématiques de ses clients. Nous adorons les défis et serions ravis de relever les vôtres. Contactez-nous sur lepanier@cosavostra.com ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 14e épisode déjà du panier. Dans l'e-commerce, un élément technique clé à maîtriser est celui des flux produits. Un flux permet de standardiser un catalogue produit dans son ensemble ou par segment afin de le partager avec différents outils ou acteurs externes et différents objectifs, comme par exemple mener des campagnes marketing, alimenter des comparatifs, augmenter sa surface de distribution, gérer de l'affiliation, distribuer ses stocks, pour citer quelques usages, les principaux usages. À l'autre bout de la chaîne, il y a un élément cette fois fonctionnel qui est insupportable pour un e-commerçant, c'est celui de la rupture de stock. On dépense une énergie folle à faire venir un prospect sur un site, par les réseaux sociaux, par des stratégies de contenu, par de l'automation marketing, par de l'achat média, pour au final le voir repartir bredouille. Je reçois pour aborder ces sujets Elliot Jabès, qui a fondé Stockly, dont il nous parlera tout à l'heure. Salut Elliot, tu vas bien ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va au top. J'aimerais que dans 30 minutes, les flux produits n'aient plus aucun secret pour vous, comme pour moi d'ailleurs, parce que je ne suis pas expert, plutôt néophyte dans le domaine. Comment ça marche, à quoi ça sert, où est-ce qu'on s'en sert, comment est-ce qu'on peut les exploiter. Mais pour commencer, Elliot, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Je m'appelle Elliot Jabès. J'ai créé Stockly il y a presque 2 ans avec Oscar qui était mon binôme de prépa. Donc on est encore une très jeune boîte parce que je crois que la moyenne d'âge elle est à 27 ans. En fait, à l'issue de nos études avec Oscar, on a voulu lancer une boîte parce qu'on s'entendait bien. On avait une super entente de travail pendant notre prépa. Études ingé. Hein. Ouais, études d'ingénieur. Tous les deux. Ouais, on était chacun dans des écoles différentes. Lui, il a fait l'ENS Ulm, moi j'ai fait les ponts à Paris. Ok. Et l'ENS Ulm. Ouais. l'ENS Ulm. Ouais, l'école normale, super. C'est un mathématicien beaucoup plus intelligent que moi. Et en fait, je savais que c'était avec lui que je voulais bosser parce qu'on a vraiment une super entente. Ok. Qu'on avait un peu exploré en prépa. Et donc je lui ai dit, allez, on commence. J'avais 2-3 idées, notamment un comparateur de prix pour les chaussures. Parce que moi, de base, j'aime bien les baskets. J'en avais marre que tout le monde autour de moi me demande où est-ce que je peux trouver telle ou telle paire, Elliot. Donc je me suis dit, je vais créer un moteur de recherche dédié aux sneakers. Ce qu'on a fait pendant quelques mois, on a créé un site, on avait tout de suite après vos études, parce que tu vas vite en besogne, mais d'accord, donc vous n'avez pas travaillé à la fin de vos études ? Bon, on avait bossé un an. Disons en fin d'études, quoi. On avait fait. Moi, j'étais développeur dans une startup dans le retail qui s'appelle Ubique. Ok. E-retail ou retail ? Non, dans le commerce plutôt physique. Okay. C'est une boîte qui optimise l'exécution en point de vente physique plutôt. C'est quoi l'exécution en point de vente physique ? En fait, ils équipent les équipes sales dans les points de vente physiques. Tu vois, par exemple, à la Fnac, le commerçant, le vendeur en rayon, avec une appli qui lui permet d'échanger facilement avec les équipes sièges, à la fois potentiellement du distributeur, mais aussi avec les équipes sièges des marques dont le sales est responsable. Je te donne un exemple. Tu vois, il y a FIFA, EA Sports distribue FIFA à la Fnac. Ils ont besoin de vérifier que les jaquettes de FIFA, elles sont bien disposées dans les rayons. Donc le mec, avec une photo, il va pouvoir envoyer, plutôt que EA Sports envoie des équipes terrain pour vérifier que Fnac respecte bien ses contrats de distrib, et bah le mec dans le couloir, tu vois, dans le rayon, va pouvoir prendre une photo et communiquer directement avec les équipes sièges. Donc ça optimise vraiment l'exécution en point de vente. Moi, j'étais développeur là-bas pendant quelques mois. J'ai passé aussi, j'ai fait un peu de consulting interne dans une boîte
quelques mois aussi, mais très vite, on savait qu'on voulait monter notre boîte. Oscar, lui, il était développeur chez Criteo pendant 1 an. Ok. Donc, la boîte que... Donc, toi, déjà en retail et lui en retargeting. Ouais, donc très proche aussi. Ouais. Ok. Et donc, ça nous a bien parlé. Quand je lui ai dit comparateur de prix pour les chaussures, il a dit, allez, go, on tente et puis on verra bien sur la route qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc, ça s'appelait Sneaker Guide. Sneaker Guy. Et c'était Sneaker Guy. Ouais, c'est ça. C'est encore en ligne? Non, ça y est, on l'a coupé il y a un bon moment. Et c'est un comparateur de prix pour sneakers. Exactement. Ok. On s'est rendu compte que l'offre elle est très fragmentée, parce qu'en fait, t'as plein de sites qui vendent à peu près la même chose, et qu'il y avait vraiment un intérêt à avoir tout centralisé. D'ailleurs, on avait de bonnes tractions, parce qu'on avait assez rapidement quelques milliers de visiteurs par mois, sans vraiment faire aucun effort en marketing, quoi. Juste sur de la comparaison en SEO. Ouais, en SEO, et puis les copains des copains, tu vois, du bouche à oreille et SEO, quoi. Ok, univers très fragmenté. Alors moi je consomme, je suis un petit vieux, donc j'ai, je crois que je te le disais en préparant l'interview hier, mais j'ai ma paire de Stan Smith, ma paire de Air Force One, et je change tous les 6 mois régulièrement. Et je suis pas sûr d'avoir acheté 2 fois au même endroit. À mon avis, j'ai dû acheter sur Amazon, j'ai dû acheter sur Nike, évidemment, sur Adidas et sur d'autres vendeurs. Comment ça se fait que ce soit si éclaté? Bah en fait, c'est un énorme sujet pour tout le monde. C'est que tu as aujourd'hui tous les e-commerçants, ils ont des catalogues qui sont très larges. Tu as beaucoup de références. Si tu veux exister en ligne, il faut que tu aies une offre qui soit extrêmement conséquente. Et en plus de ça, sur la chaussure en particulier, mais c'est vrai dans la mode même en général, tu as beaucoup de tailles différentes. Donc c'est très complexe pour un e-commerçant de chaussures ou de mode. Couleurs et déclinaisons. Exactement. Et variations. D'avoir tout. Okay. En plus, tu peux pas. Déjà, c'est compliqué en termes, tu vois, d'avoir vraiment un catalogue complet. Et en plus, financièrement, il peut pas immobiliser un stock infini. Donc, il a forcément plein de trous dans la raquette avec des tailles qui manquent, des couleurs qui manquent. Et du coup, nous, ce qu'on appelle une rupture de stock, c'est-à-dire quand dans son catalogue, il y a des tailles qu'il est censé avoir, mais qu'il n'a plus de disponibles. C'est intéressant. J'avais jamais pensé sous cet angle, mais en fait, la personnalisation Nike, au-delà d'être un outil marketing un peu fun. Ça leur permet aussi de casser la distribution ailleurs, puisque ça crée que des modèles uniques que eux seuls sont capables de produire du coup, ou d'assembler en l'état. Ok. Après ça, je pense pas que je pense que ça c'est un sujet qui est vraiment aujourd'hui encore très décorrélé de celui-là, du sujet de la rupture, parce que de toute façon la customisation aujourd'hui coûte encore tellement cher que tu peux pas tellement le mettre en parallèle et dire bah en fait si tu fais que des produits custom, t'as un unique produit que tu vas customiser pour le client et faire du on-demand. On est encore loin aujourd'hui dans le e-commerce, du moins en Europe, d'un on-demand qui peut être d'un point de vue des prix et des marges compétitifs avec le retail classique. C'est peut-être plus le cas en Asie où ils ont une production on-demand, donc du coup tu peux faire du custom beaucoup plus facilement parce que en fait t'as un coût du travail qui est plus faible, t'as des coûts de livraison et de production qui sont vraiment très réduits. Donc tu vois le on-demand peut vraiment être compétitif, mais en Europe sur de la sneaker. Sur de la sneaker et même du retail en général. Sur du textile, on y arrive plus facilement, j'imagine, que sur une sneaker. Sur du appareil encore plus. Ok. Et donc vous lancez Sneaker Guy, ça marche bien sans acquisition. Ouais. Ça va, mais en fait, on se rend compte assez vite que le modèle du comparateur de prix, il est pas tellement, on n'y croit pas trop en fait, parce que le modèle du comparateur de prix, c'est d'acheter de l'acquisition ou du moins de se débrouiller pour qu'il y ait des gens qui viennent sur ton site et de revendre ce trafic plus cher au site à qui tu as envoyé le trafic, parce que il clique sur ton produit et du coup, c'est un lead qualifié pour le site chez qui tu as envoyé le client. Et ça a un coût. Donc tu as plusieurs modèles d'affiliation, tu as de l'affiliation au panier, tu as de l'affiliation au clic, et tout ça c'est des modèles sur lesquels on pensait pas pouvoir construire une grosse boîte avec beaucoup de valeur, ce qui nous a poussé à pivoter assez vite. Comment je peux expliquer ce que c'est un comparateur à ma fille de 5 ans? Un comparateur de prix, c'est un moteur de recherche, c'est un endroit où tu vas aller te connecter, taper une recherche, taper une référence, et derrière, tu as tous les potentiels vendeurs sur Internet qui vendent cette référence sur leur site, qui vont être recensés, et en un clic, tu peux aller trouver celui qui le vend au meilleur prix. Et comment, alors je parlais sur Tiu aussi d'un point de vue technique, hein. Ouais. Comment ça marche un comparateur? D'accord, ouais, c'est vrai que c'est la question peut-être encore un peu plus subtile. Techniquement, les enjeux techniques d'un comparateur de prix, qui sont un peu les mêmes enjeux qu'on a aujourd'hui en tant que centralisateur de flux avec Stockly, parce qu'on en discutera peut-être après, c'est
il faut être capable d'aspirer beaucoup de catalogues différents, de sources, de flux de produits différents de différents revendeurs. Il faut être capable de leur faire parler le même langage, être sûr que le shop A il parle bien le même langage que le shop B, que le shop C que tu as envie de comparer, qu'il y ait bien des références communes et que tu puisses matcher les produits. Il y a toute une histoire de mapping qui est hyper importante sur un comparateur, parce que je vais récupérer des catalogues à droite à gauche, donc c'est les fameux flux qui font l'objet de cet épisode. Et donc toi en tant que comparateur, tu reçois des flux qui sont quand même standardisés? Pas tellement. Il y a des normes? Pas tellement. Okay. C'est ça le truc très difficile. Il y a deux gros problèmes. Il y a deux gros problèmes techniquement là-dedans. C'est de standardiser les flux, parce qu'en fait, en termes de format, bon, c'est pas la mort, parce que. Mais il y a un format officiel? Non, il n'y a jamais de format. Chacun fait un peu à sa sauce. Par contre, t'as des champs qui se retrouvent un peu toujours dans les flux. Tu vois, t'as l'EAN par exemple dans le retail, c'est la référence, c'est le code barre. Tu vas avoir le. EAN, ça veut dire quoi? EAN, ça veut dire, c'est un. Bon, peu importe. C'est un bon truc. Le N, ça doit être pour number. Number, ouais. J'ai plus en tête l'acronyme exact. Mais c'est un truc à 13 chiffres avec une clé à la fin. Donc en réalité, c'est 12 chiffres plus une clé de vérification et qui permet d'identifier de manière unique un produit, tu vois, un variant comme unique. Ok. Donc tous les flux ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'il y a des gens qui mènent la danse et qui imposent leur format? Comme ça peut être le cas dans d'autres... Vraiment pas tellement, c'est très très freestyle encore, et puis t'as pas un énorme intérêt en fait à avoir un format unique, parce que en fonction des cas d'usage que tu peux avoir pour l'utilisation d'un flux de produits, tu as plein de bonnes raisons de mettre certains champs et pas d'autres. Donc par exemple l'Open Graph, il y a eu une sorte de mouvement de fond, et l'Open Graph maintenant c'est un peu normé, même si c'était une techno ouverte à la base, enfin une méthode ouverte à la base. Google par exemple, Google Shopping ou Amazon n'ont pas des formats types dont tout le monde s'inspire ou... Ça dépend ce que tu appelles format. Donc si format c'est un ensemble de champs ordonnés d'une certaine manière, non, pas tellement. Par contre, c'est vrai que t'as plusieurs on va dire formats de fichiers comme le XML, le CSV qui sont utilisés un peu plus que les autres. Ouais, évidemment. Et en fait, globalement, c'est toujours des tableaux SQL. Enfin, tu vois, c'est toujours des tableaux. C'est pas des objets JSON par exemple comme tu peux avoir sur d'autres technologies. C'est des trucs très standards, des tableaux avec clés champs quoi. Ok. Donc le comparateur reçoit des catalogues à étapes régulières où on interroge un site pour prendre son catalogue? Ouais, tu as plusieurs manières de récupérer les catalogues. En général, tu as des flux, donc c'est souvent des XML ou des CSV, ce qu'on disait avant, que tu vas récupérer. Donc ça, c'est vraiment le shop que tu as envie de recenser sur ton comparateur de prix. Donc tu vas aspirer la disponibilité produit via son flux. Il l'a mis à disposition via une URL ou peut-être via un truc qui t'envoie régulièrement par un serveur ou quelque chose comme ça. C'est protégé? Ouais, c'est toujours assez sécurisé en général. Donc, de toute façon, c'est pas de la donnée sensible. Ben non, parce qu'en vrai, en parcourant le site, j'ai l'équivalent, ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en parcourant le site, je peux avoir la liste des produits, les couleurs, les déclinaisons, les tailles non disponibles, pour parler de chaussures par exemple. Donc ça, c'est un format standardisé, pas normalisé, mais standardisé, qui permet d'exporter son flux produit. Et donc le comparateur, excuse-moi, tu vas aller chercher ces différents flux, ces différents catalogues. Ouais. Tu dois unifier un peu les... Il faut les mettre dans notre langage à nous. Ouais. Okay, la base de sorte données. De mapping, c'est ça, entre ce que tu reçois et ce que... Il y a une question de mapping, en effet, de dire, ok, bon, lui l'EAN, il l'appelle l'EAN 13, l'autre, il l'appelle l'EAN tout court, donc il faut bien être sûr que tous les champs, je les rentre bien dans ma base de données avec le nom que j'ai envie de lui donner. Et après, il y a l'enjeu de matching, qui est de dire, ok, il faut bien être sûr que quand je vais comparer les prix de différents produits, je suis bien en train de comparer les mêmes produits. Donc il faut bien être capable d'identifier un produit comme un produit unique. Peut-être que j'ai pas le AN de tout le monde, donc il faut que je trouve des moyens pour me raccrocher à d'autres références pour être sûr qu'un produit est bien un produit unique. Double ou triple vérification sur un produit pour s'assurer qu'on parle de la même chose. Exactement. C'est ça? Tu compares des pommes avec des pommes. Okay. Donc ça, on a développé nous-mêmes notre système d'identification. Okay. Et en fait, on a deux gros sujets avec les flux d'intégration, les flux de produits qu'on récupère de cette manière-là. Le premier, c'est donc la qualité de la donnée, ce qu'on vient de se dire avant, c'est que les formats sont très divers. Mais le deuxième qui est beaucoup plus grave, c'est la fiabilité des stocks qu'on va récupérer. Parce qu'en fait, avec ces flux de produits qui sont pas forcément mis à jour en temps réel, que tu peux récupérer, par plein de moyens différents, souvent tu as des stocks qui sont très imprécis. Et nous, un gros sujet qu'on avait sur le comparateur de prix, c'est que en fait, on croyait que le produit était dispo, le vendeur qui nous envoyait son flux croyait que le produit était dispo, mais en fait, c'était pas le cas. Parce qu'entre-temps, le flux il a été mis à jour par un humain une fois dans la journée, et le produit a été vendu, quoi. Ok. Et alors ça, comment alors dans Sneaker Guy ou dans d'autres comparateurs, comment est-ce qu'on s'assure de cette information?
L'information stock, ouais. On parle. C'est très difficile. C'est un sujet vraiment dur. Okay. Donc c'est un problème pour tout le monde. Nous, la manière, je vais peut-être un peu révéler de la sauce secrète, mais la manière dont on a décidé de travailler au moment de Sneaker Guy, on utilise encore massivement ça parce qu'on a développé pas mal de techno là-dessus. C'est de faire du scrapping. C'est de dire, je vais envoyer un robot sur le site du revendeur que j'ai envie de recenser sur mon comparateur. Tu l'as déjà sur ton comparateur ou tu Non, je veux l'avoir. Peu importe, je me dis voilà, tel site, j'ai envie d'aspirer ces produits pour les mettre sur mon comparateur. Ouais. Plutôt que de prendre son flux comme référence de j'ai ça en stock oui ou non. Et ben je vais plutôt envoyer un robot sur son site qui va aller regarder tous les produits, cliquer sur tous les URL et me dire qu'est-ce qu'il y a pas. Et comme ça, moi-même, je prélève par un petit bot l'information. Tu fais ta base, quoi. Exactement. Okay. Et ça, c'est du scrapping, c'est que tu simules un comportement humain qui va regarder si les trucs sont dispo ou pas. C'était légal ? Ouais, c'est légal, bien sûr. C'est un peu gris comme zone, non ? Ouais, c'est ça. Le scrapping, c'est de toute façon, d'un point de vue légal, c'est toujours très gris, t'as raison. Maintenant, évidemment, on le fait avec beaucoup de sécurité, on le fait avec beaucoup de responsabilité. On n'a jamais fait cracher le site de personne. Ou peut-être, tu vois, oui, quand, puis quand on était dans enfant, l'absolu, on apprenait. C'est pour son bien, puisque tu lui permets d'être plus visible. Et puis ils le savent, on leur dit. Hein. On fait pas ça. Okay. On fait pas ça. On le fait pas ça en cachette. Souvent, ça les arrange en fait parce que ils ont pas de flux, ils galèrent un peu à nous envoyer les bons flux parce que souvent il y a des formats qui c'est compliqué d'extraire, etc. Et nous, on résout massivement ce problème-là. On leur dit, vous inquiétez pas, on a un robot qui sait très bien faire ça. On envoie le robot sur votre site et on prélève la donnée nous-mêmes. D'accord. Comment je fais moi, e-commerçant, pour créer mon flux, générer mon flux ? Bah aujourd'hui, si tu veux créer un flux de produits en tant qu'e-commerçant, disons qu'il y a plusieurs manières de t'y prendre. Tu vois, si t'es on va dire le responsable de l'acquisition de site a.com et que t'as envie de créer un flux produit parce que t'as envie de le distribuer sur Google Shopping ou je sais pas quel autre canal, soit tu vas demander à tes devs ou à l'agence qui s'occupe de ça de te sortir de coder un petit truc qui va extraire le flux dont t'as besoin et qui aime créer mon XML ou mon CSV. Okay. Et ils vont te le mettre sur un URL et puis ça fait un export. Dès qu'il y a un mec qui appelle, ça fait ça sort le truc. Mais il y a des plugins sinon sur les principales plateformes. Ouais, sinon sur les principales plateformes, t'as des plugins, t'as des boîtes, t'as pas mal de boîtes qui font ça, qui s'appellent en général des intégrateurs de flux. Ok. Et qui sont du coup vos partenaires pour Stockly, mais on y viendra après. Exactement. Okay. Des intégrateurs de flux, on travaille avec, on peut récupérer les flux qu'ils peuvent nous envoyer parce que ça facilite la vie à tout le monde. Et donc en fait, c'est le métier d'un intégrateur, c'est d'aller se brancher dans le serveur du site A, d'aller regarder un peu, récupérer sa donnée, de la formater selon le bon format en fonction du canal dans lequel le site a envie de distribuer cette information-là, et lui permettre de s'interconnecter avec tous les canaux qu'ils veulent, quoi. Et moi, mon avantage en tant que e-commerçant, si j'ai pas les moyens de faire appel à un intégrateur coûteux et que j'utilise un plugin, c'est d'avoir mon flux que je peux aller poser sur Instagram Shopping, sur Google Shopping, c'est ça, hein ? Ouais, tout à fait. Ok. Sneaker Guy. Donc, la comparaison, c'est bien, mais... Ouais, mais on voit assez vite que le modèle de l'affiliation, nous, on n'y croit pas trop. Ok. Et en fait, on teste plein de trucs. De toute façon, on était encore dans une phase assez exploratoire, de manière complètement assumée. Tu vois, on sortait à peine de l'école, on avait encore tout à apprendre sur ça veut dire quoi créer une start-up. T'as quel âge là ? J'ai 25 ans aujourd'hui. T'as 25 ans, ok. Ouais, enfin aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est pas mon anniversaire, mais j'ai eu 25 ans il y a quelques mois. Aujourd'hui, dans ta 26e année, quoi. Exactement. Ok. Exactement, et voilà, on s'est dit, on a peut-être plus d'impact à avoir avec un positionnement un peu différent. On a repéré plein de problèmes plus graves que comparer des sneakers en ligne avec, tu vois, ce qu'on faisait sur. Mais surtout des comparateurs, il y en a plein. Donc d'être sur une niche, une verticale très précise, c'est bien, mais en vrai, c'est un gros marché quand même, tu vois. Okay. C'est un gros marché, ça représente plusieurs dizaines de milliards d'euros en Europe, juste le marché de la sneaker. Donc c'est un marché quand même qui est pas négligeable. Mais après, voilà, nous on s'en est servi comme une première startup qu'on montait pour apprendre un peu sur le tas ce qu'il fallait apprendre. Tu vois, on savait même pas ce que c'était un coup par clic quand on a lancé le machin, quoi. Donc on a un peu appris sur le tas et on a vu qu'en fait il y avait des gros sujets de synchronisation des stocks chez les e-commerçants. En testant, on a essayé de vendre un peu nous-mêmes. Après on a parlé à des boutiques physiques, on voyait qu'ils avaient des grosses galères de stock parce que ils avaient pas beaucoup d'espace alors que en ligne il y avait beaucoup de disponibilité. En parlant ensuite à des e-commerçants, on a vu que avoir des catalogues de produits très complets, c'était aussi très complexe pour eux. Et en testant,
en itérant pendant plusieurs mois, on a eu une vraiment bonne traction sur le produit Stockly. Donc c'est pour ça qu'on a dit ok, c'est bon, c'est ça qu'on commence. D'accord, tu nous le présentes dans une seconde, mais j'y reviens. Ouais, bien sûr. C'est vrai que quand on parle de flux produits, pour des petites DNVB ou des grosses DNVB qui n'ont qu'un site internet, c'est facile. Mais quand tu commences à émêler du retail et des distributeurs ou des réseaux de distribution, c'est vrai que ça devient complexe. Ça veut dire qu'il faut derrière un gros ERP ou plusieurs sources qui agrégées font ce flux, quoi. Ouais, bien sûr. Ce qui est complexe, en effet, hein, t'as le fait que t'as une grosse masse de données, une grosse masse de sources de données différentes, parce que tu peux avoir un acteur de plus en plus gros avec plein de données de catalogue, mais t'as aussi, en général, un deuxième truc qui se couple, c'est que plus l'acteur il est gros, plus en général, tu vois, a priori, il est ancien, et donc t'as un héritage technique qui est très lourd, qui peut être très lourd dans les flux de produits. Parce que, en fait... Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut faire plus d'efforts pour aller sortir un flux que okay. si tu venais de te créer, que ta donnée elle est encore hyper flexible et que tu peux un peu changer la manière dont ton serveur il est paramétré, quoi. Sauf que dans ce type de flux, enfin c'est pas un sauf d'ailleurs, et dans ce type de flux, c'est un lapsus révélateur. Dans ce type de flux, en plus, on a une donnée géographique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un stock produit par référence et par, j'imagine, canal. Ouais, tout à fait. Ça fait partie des champs que tu peux mettre. Après, là, vraiment, c'est libre à l'imagination. La seule limite, c'est à quel point le site a.com, il a bien pensé sa base de données pour avoir tous les champs qu'il a envie d'avoir. Mais après, dans un flux de produits, tu mets exactement tout ce que tu veux. Ouais. Donc, dans Sneaker Guy, vous vous dites que l'affiliation, c'est finalement... Enfin, c'est pas ce que vous voulez faire, forcément. Qu'il y a un plus gros problème à résoudre, c'est celui des stocks, et vous créez Stockly. C'est quoi Stockly ? Ouais. Bah, Stockly, du coup, on s'est rendu compte qu'il y a un gros churn, une grosse cause d'abandon de panier, qui est la rupture de stock. On estime que ça peut aller jusqu'à 30% dans certains verticaux. Donc je suis allé jusqu'à la fiche produit, j'ai regardé, il n'y a pas ma taille, je pars 30% dans certains verticaux d'abandon. Exactement. Okay. Ça peut même aller plus haut dans des cas précis. Après, c'est des chiffres qui sont toujours extrêmement variables d'une catégorie à l'autre ou d'un site à l'autre, bien sûr. Mais en tout cas, l'ordre de grandeur est vraiment significatif. Et du coup, on a estimé qu'il y avait une grosse opportunité là-dessus d'aider le marché et de dire, OK, en fait, nous, on est capable d'aller aspirer les flux de produits et de catalogues de tout le monde et de les mettre à disposition de n'importe quel site qui a besoin de compléter ses ruptures de stock. C'est Oscar, hein, ton associé. Exactement. Et Oscar, lui, il est matheux. Matheux stat, pardon. Ouais, il est mathématicien. Mathématicien. Mais ouais, c'est quelqu'un de très rationnel. On a une culture assez rationnelle ingénieur dans la boîte. Pour être honnête. Ok. Et du coup, Stockly, en fait, ça permet à n'importe quel site e-commerce qui a une rupture de stock de quand même vendre le produit, de l'afficher comme disponible aux consommateurs, même si en réalité ils l'ont plus dans leur entrepôt, et de le faire expédier par un de nos partenaires qui va l'expédier au même prix et dans les mêmes conditions. Quel type de partenaire ? C'est n'importe quel autre site e-commerce qui a encore le produit en stock. Et qui accepte de jouer le jeu. Exactement. Donc je me balade sur... on va prendre des exemples précis ensuite, mais vos principaux clients, vous êtes tout jeune, hein, vous avez 2 ans pour l'instant, hein, ouais. Mais vous avez déjà de gros clients. Même pas, on n'a même pas encore 2 ans. Okay. Bientôt, on fêtera l'anniversaire dans quelques mois. On est encore tout jeune, on a lancé il y a 1 an avec le premier qui était Galeries Lafayette. Ok. Comment vous avez signé Galeries Lafayette alors que vous étiez... Galeries Lafayette, je pense que c'est... en fait, il y en avait quelques-uns avant, des tout petits, avec qui on a vraiment développé un MVP, un premier petit produit qui ressemble à quelque chose. Ouais. C'était des tout petits sites e-commerce ou des petits des magasins pignon sur rue avec des sites e-commerce naissants, avec qui on a développé un peu le produit. Et suite à ça, on avait été repéré par l'accélérateur des Galeries Lafayette, qui avait repéré notre solution parce que on était dans un incubateur avec lequel ils étaient en contact et ils ont dit Stockly, ce sujet nous intéresse beaucoup. Donc on les a rencontrés, on leur a fait bonne impression, j'imagine, parce qu'ils nous ont proposé de rejoindre leur accélérateur et assez rapidement ils nous ont proposé d'intégrer Stockly sur le site. Ouais, ils ont montré beaucoup de motivation pour intégrer Stockly. Ouais. Félicitations, c'est super parce que c'est un beau premier client. Et combien de produits sur le site ? Il y a plusieurs dizaines de milliers de références. Et vous êtes sur une verticale particulière ? Ouais, nous on est spécialisé sur la chaussure aujourd'hui. Donc vous restez dans les pieds, quoi. Exactement. Ok. Donc je suis visiteur du site, je suis arrivé sur Galeries Lafayette, je vais sur une référence qui n'est plus en stock. Et là je vois quand même un produit et quand même en stock. Je fais un achat sur Galeries Lafayette. Ouais. Je ne sors jamais du monde Galeries Lafayette. Jamais. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe derrière ?
Ce qui se passe quand même, tu vas être averti que le produit est expédié par un tiers. Il faut être évidemment transparent avec le consommateur. Le but, c'est pas de lui cacher quoi que ce soit. C'est plus de lui rendre un service comme quoi on n'a pas ton produit, mais on te trouve une solution au même prix pour que tu puisses être servi comme il faut. Donc il va voir que le produit est expédié par Stockly. Et puis nous... Donc c'est vous qui apparaissez en tant que l'expéditeur. Tout à fait. Après, donc j'ai pas mon mot à dire en fait en tant que client. Ouais, c'est ça, tu vois, tu dis que le produit est expédié par Stockly, tu comprends que c'est une source comme quand tu es sur Amazon, que ton produit c'est vendu par un vendeur marketplace, tu vois. C'est exactement le même process, on va dire. Et puis nous, derrière, on reçoit la commande dans nos serveurs. On voit que Laurent a commandé la paire de Stan Smith en 42 sur les galeries et on va la router automatiquement au meilleur, ce qu'on appelle supplier, au meilleur partenaire qui est capable d'expédier cette commande. On va évidemment crypter la donnée pour pas qu'il puisse te recibler derrière. Ok. Et puis il va te l'expédier directement chez toi en marque blanche. Donc tu n'auras pas de publicité de sa part. Tu cryptes quoi en pratique? Parce que tu dois quand même lui donner mon adresse. Ouais, je crypte ton adresse email et ton numéro de téléphone. Okay. C'est-à-dire qu'il peut pas du tout te contacter. Il peut évidemment sonner à ta porte et t'envoyer une carte postale. Mais de toute façon, contractuellement, ils n'ont pas le droit d'utiliser la donnée qu'on leur transmet, les partenaires. Est-ce que les Galeries Lafayette ou le client que vous avez, votre... Alors tu m'as dit que eux, c'est... T'as deux types de partenaires, donc les clients et ceux qui envoient les produits qui ne sont plus en stock chez les clients. Ouais. Comment vous les appelez? On appelle les demanders, les Galeries Lafayette chez qui on complète les ruptures de stock. Les demanders, c'est le côté demande en fait d'une transaction. Et le côté offre, supply, c'est les suppliers, c'est ceux chez qui on achète du stock de cette manière-là. D'accord. D'un point de vue financier, comment se font les flux? Ce qui se passe, du coup, j'ai payé ma paire 50 balles ou 100 balles, 100 balles sur Galerie Lafayette. Galerie Lafayette encaisse. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, Galerie Lafayette, ils vont encaisser et garder une commission dessus. Parce que, leur premier upside, évidemment, c'est leur premier avantage, c'est de garder le consommateur, d'être sûr que tu t'es pas parti à la concurrence. Et puis, en plus, tu as converti un panier moyen. Parce qu'eux, ils réfléchissent en panier moyen, tu vois. Tu as acheté une paire, mais tu as peut-être acheté les chaussettes, le t-shirt et le short pour aller avec. Ou peut-être d'autres trucs que tu voulais acheter sur le site. Donc déjà, eux, c'est un outil de conversion. Mais en plus de ça, ils vont prendre une commission par-dessus. Parce qu'on dit, ok, nous, on a envie que tu vendes plus, enfin, tu vois, que tu sois motivé à vendre un produit Stockly comme si c'était le tien. Nous, notre but, c'est de te permettre d'augmenter tes ventes. Donc, tu prends une commission dessus, c'est normal. Derrière, le reste de l'argent, on va le récupérer. Et on va s'en servir en temps réel pour acheter le produit chez un de nos suppliers avec qui on a un discount à l'achat parce qu'évidemment on n'achète pas comme au prix d'un consommateur lambda. Mais tu peux avoir des concurrents? Est-ce que Galerie Lafayette peut dire je refuse que parmi les suppliers il y ait, je sais pas, ouais, c'est une très bonne question. Le printemps? Ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai que en principe, on pourrait tout à fait aller sourcer chez Printemps ou n'importe quel autre concurrent des galeries. De fait, c'est pas une objection qu'on a beaucoup chez les e-commerçants parce qu'ils comprennent bien que c'est dans l'intérêt des deux. Moi, je vais recevoir Laurent Kretz si j'achète sur Galerie Lafayette et que je reçois un paquet le printemps. Et tu vas pas recevoir un paquet printemps parce que passe par Stockly. Il est en marque blanche. Il est en marque blanche. Ouais, ok. Il va être expédié en marque blanche. D'accord. Donc tu as quand même de la formation à faire, disons, et du contrôle qualité chez les demanders et les suppliers. Bien sûr, évidemment. C'est là notre rôle, c'est de nous assurer qu'on score très bien nos suppliers pour être sûr qu'il n'y a pas des mauvais produits qui sont envoyés. Mais ça, aujourd'hui, tu vois, nos métriques là-dessus, elles sont très bonnes. On n'a pas d'enjeu de faux, de contrefaçon, pas du tout, quoi. Ok. Comment ça marche quand tu signes les Galeries Lafayette? Quel est le process? Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Le lendemain de j'ai signé Galerie Lafayette? Ouais. Bah après, ça y est, il faut... comment on se met en ordre de marche, en fait? Ouais, je comprends. Il faut aller se brancher. Nous, on doit aller se brancher sur leur plateforme e-commerce. Donc, on a trouvé la bonne manière pour qu'ils aient le moins d'efforts techniques à faire de leur côté pour que ce soit vraiment à nous de développer un plugin. Ce qu'on a fait très bien. Et, ce genre d'acteur, il a une API, il est sur une plateforme fait maison? Galerie Lafayette, typiquement, ils utilisent Miracle, donc ils ont une marketplace Miracle, tu vois, c'est un... Dans lequel j'imagine qu'il y a déjà tous les outils nécessaires à ce genre d'intégration. Ouais, il y a une API sur laquelle on peut aller taper et se brancher, quoi. Okay. Donc Miracle, tu vois, c'est un éditeur de logiciels qui développe une marketplace au service d'entreprises comme Galerie Lafayette. Et nous, c'est assez facile du coup de nous brancher dessus. Que j'adorerais recevoir sur le panier, ça fait partie de ma je pourrais te présenter à l'occasion. Avec grand plaisir. Donc tu te branches sur Miracle, avec leurs API, tu fais toi-même la routine, le plugin qui permet d'extraire le catalogue shoes de Galerie Lafayette. Mm-hmm. Ok.
on récupère tout leur listing de produits, et puis derrière on va identifier en fonction des produits qu'ils ont sur leur plateforme e-commerce, partout où il y a des trous. Donc on va par exemple identifier des patterns. Ok, je repère que en fait d'habitude les Nike pour homme tu les as du 40 au 47, et là je vois que il te manque le 44, le 46, le 45. Donc à la fois on repère où il y a des trous, mais aussi on repère les tailles qu'ils devraient avoir. Ça, on définit ça comme une cible, une rupture de stock à compléter. Et derrière, on va matcher ça avec le catalogue combiné de tous nos partenaires qu'on a agrégés à un autre endroit dans nos serveurs, et on fait rencontrer les deux. Et du coup, on va répondre à Galerie, ok, c'est bon, tous ces trous-là, je peux te les compléter, et on va rajouter les produits sur leur site e-commerce expédiés par Stockly, quoi. Dans ce monde que vous créez, ou qui existe déjà, mais sur lequel vous vous pluguez, on pourrait avoir un e-commerçant qui n'a pas de canal de distribution et qui simplement remplit les fils de gap, tu vois, les anglicismes, ouais. Désolé, mais remplit les ruptures de stock de vos demanders, hein, c'est ça, de vos clients. Bien sûr, et c'est le cas, on en a aujourd'hui. On a des suppliers qui sont des purs vendeurs marketplace, c'est-à-dire qui n'ont pas ou très peu, quasiment pas de vente en direct, et qui vendent essentiellement sur Amazon, sur les plus grosses marketplaces. Et nous, on dit, ok, en fait, tous ces gars-là, on pourrait aussi se servir déjà leur apporter des revenus en plus en leur faisant bénéficier d'un nouveau un nouveau canal de distribution qui est compléter les ruptures de stock de d'autres gros sites e-commerce. Et en plus de ça, autant faire, c'est important pour nous d'outiller des sites comme les galeries, et puis comme il y en a beaucoup d'autres en France, en Europe, à être compétitifs face à des Amazon en leur donnant accès au stock de tous ces gars-là qui sont là pour vendre du stock à fond sur les marketplaces, quoi. Ok. Pour revenir sur le flux financier, donc, moi j'ai fait mon paiement sur Galeries Lafayette. Galeries Lafayette reverse l'argent suite à Stockly qui reverse au supplier. Et nous on achète et on revend en flux tendu, si tu veux. On fait vraiment l'interface financière pour que ce soit plus confortable pour tout le monde, en fait, parce que comme ça notre supplier il a une interface financière, c'est Stockly, Galerie pareil, et puis on arbitre en permanence. Mais du coup, il y a quand même des logiques alors il faut que tu achètes moins cher que ce que j'ai acheté moi sur Galeries Lafayette pour que toi tu prennes ta com au passage et que le supplier soit pas à perte. Ouais. Et ça marche, ça se trouve. Ouais, ça se trouve. Après, tu vois, on n'apporte pas la garantie de compléter 100% des trous parce que c'est mathématiquement impossible. Ouais. Mais on a des performances. Tu vois, on va étudier le taux de couverture, en fait. On va regarder, ok, sur tous les trous. Une des contraintes, c'est le prix. Parce qu'en effet, si le demander price trop bas son produit, ça va être dur de le trouver à un prix aussi peu cher sur le marché parmi nos fournisseurs. Mais c'est une contrainte comme une autre. Et du coup, nous après, ce qu'on va regarder, c'est à quel point on arrive à couvrir les ruptures de stock avec toutes ces contraintes-là, dont le prix en est une. D'accord. Donc pour reprendre un tout petit peu de hauteur, moi je suis e-commerçant, je crée mon flux XML, produit. Pour faire ça, il faut faire appel à un intégrateur, si je fais pas appel à un plugin de ma plateforme. Et les intégrateurs sur le marché, c'est les Lengo, les Channable. Exactement. Il y en a d'autres, pour en citer 3 au moins. NetEven, ShoppingFlux, ShoppingFeed. C'est des acteurs qui fonctionnent bien en France. Il y en a un peu partout. C'est un marché qui est assez fragmenté encore. T'as beaucoup d'acteurs, mais qui font dont le métier c'est ça vraiment d'aller récupérer les flux de produits et de les rendre audibles pour n'importe quel canal de distribution et de faire communiquer du coup un site a.com avec n'importe quel canal, quoi. Et du coup, quand vous communiquez pas directement avec Galeries Lafayette, alors vous avez combien de clients à date? On est chez 5 demanders. 5 demanders, 5 clients. Quand tu communiques pas directement avec eux, ça veut dire que tu communiques avec un intégrateur. Ouais, de flux. L'intégrateur, c'est plus, si tu veux, la porte vers on a besoin d'un flux à un moment ou à un autre quand on travaille avec nos suppliers ou nos demanders. Il y a des moments où on a besoin de flux et parfois on est amené à travailler avec les intégrateurs de flux, en effet, parce que c'est plus confortable pour tout le monde. Parce qu'en fait, ils ont déjà un intégrateur de flux qui sait distribuer le flux, et donc nous, on est un canal comme un autre sur lequel on peut récupérer le catalogue des gens avec qui on travaille. D'accord. Et tu disais que vous estimez sur certaines verticales à 30% le taux d'abandon, d'abandon dû à une rupture de stock. T'as des datas un peu sur le marché, sur le volume de produits qui ne sont pas en stock. En général, ça concerne quelle partie de mon inventaire? C'est toujours tout ce qui est quantifier ce que t'as pas, c'est toujours très difficile parce que tu vois, faut définir comment tu définis quelque chose que t'as pas.
Tu vois, je te donne un exemple. Comment tu définis qu'une taille elle est désirable. Imagine, toi tu vends des pulls, tu décides de vendre entre le S et le XL, sauf que sur certains pulls tu as du XXL. Est-ce que ça veut dire que dès que t'as pas un XXL c'est une rupture de stock? Tu vois, c'est la notion de rupture quand tu dois quantifier quelque chose que tu t'as pas dans ton stock, c'est toujours très très délicat. Maintenant les métriques que je peux te donner, c'est que t'as un taux d'abandon que tu repères, que tu vois dans plein d'études, que tu vois en parlant à beaucoup d'experts du marché. Donc dès qu'on discute avec des directeurs e-commerce ou directeurs de la supply ou des choses ou des gens qui connaissent très très bien leur métier, on voit que c'est un vrai problème. Nous on couple en général cette donnée, on aime bien coupler cette donnée avec notre propres yeux, et typiquement quand on scrape des sites, on aime bien compter le nombre de trous qu'ils ont. Par exemple, il y a plein de sites où tu vois le produit, tu vois tout de suite que c'est une rupture de stock parce qu'il est en gris par exemple, ça nos robots ils savent le repérer, et en fait tu vois que je reste sur la chaussure, je te donne une stat sur la chaussure parce que vous connaissez bien, maîtrise vraiment bien. Donc je peux te donner un chiffre là-dessus, c'est que en général il y a toujours entre 25 et 60% de produits qui devraient être là et qui sont pas là. Entre 25 et 60%. Parfois ça atteint. Alors c'est large comme fourchette, mais c'est énorme surtout. C'est énorme. Ouais. Donc il y a un quart des produits qui sont pas en stock. Ouais. Après t'en as qui sont un peu meilleurs que d'autres en dispo produits et qui ont vraiment toujours 20-25%. Mais après alors là on parle de variation. C'est la Stan Smith noire en taille 42. Exactement. Quand tu dis que c'est ça. Okay. Exactement. À ce niveau de précision là. Okay. Et nous le truc c'est typiquement entre 30 et 35% nous les taux moyens qu'on observe quoi. Entre, pardon 30 et 35% les taux moyens qu'on observe. Ouais. Ok, d'accord. Tu historises la donnée? Aujourd'hui, encore très peu. Donc je pense que ce que tu entends par là, c'est les données de stock qu'on récupère. C'est ça, ouais. Tu récupères, tu sais que la Stan Smith 42 est en rupture de stock 3 jours sur 4 ou chaque année en décembre. C'est des trucs qu'on commence à faire. C'est des trucs qu'on commence à faire. On est encore très jeune dessus, parce que de toute façon, on est une très jeune boîte et on a plein de trucs à faire. Mais bien sûr, c'est une donnée qui est hyper intéressante. Évidemment, dans le respect total des gens avec qui on travaille, c'est pas du tout le but de divulguer leur info ou d'aller soutirer des infos secrètes cachées dans ce qu'ils nous envoient, pas du tout. C'est plutôt pour mieux les servir, il faut qu'on soit capable d'anticiper un peu les trous qui arrivent, reconnaître un peu les patterns de quand t'as tant de ventes les premiers jours ou que ton stock diminue de telle manière, ça veut dire qu'il va se passer ça. Ouais, c'est des trucs. Et du coup, tu fais remonter cette information à ton demander. C'est des sujets sur lesquels on commence à se pencher sérieusement. Ouais. Ok, c'est intéressant parce que ça veut dire que si tu mets une couche d'IA, même d'algorithmie assez simple d'ailleurs, tu peux prévoir ces ruptures. Tu peux, parce qu'en plus de ça, tu vois passer les transactions et tu peux voir en effet, pas seulement à l'échelle d'un Demandr, mais tu peux voir à l'échelle de tout le marché Stockly qu'est-ce qui se passe. Et donc t'as pas le biais de moi en fait je réfléchis qu'avec mon acquisition client à moi, Galerie Lafayette, mais tu peux réussir à avoir de la donnée agrégée de plein de gens différents. Et ça commence à être vraiment intéressant parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Il y a des acteurs qui font ça déjà? Il y a beaucoup d'acteurs qui font de la business intelligence, évidemment, dans le retail. C'est un marché qui est extrêmement complexe. Donc oui, t'as beaucoup d'acteurs qui font de la business intelligence. Ok. Très intéressant. Et du coup, comment se porte la société? Donc tu m'as dit 5 Demandr, 5 clients à date. Vous êtes combien d'employés? On est une petite dizaine. Je crois qu'on est parce qu'on a un nouveau qui est arrivé aujourd'hui, alors on est 9 je crois en ce moment. D'accord. 9 avec notre nouveau tech guy qui vient de rejoindre l'équipe technique. Et vous étiez dans un incubateur avant d'être l'accélérateur de... On a fait plein d'incubateurs, plein de trucs. En fait, la première année et demie de l'entreprise, on n'avait pas envie forcément de... Il y a deux choses. Déjà, on n'avait pas envie forcément d'aller se prendre des bureaux serrés tout seul entre nous. Plus, c'est un vrai budget de prendre des bureaux. Alors, on n'était pas forcément prêt à ça. Et en plus de ça, on est très jeune, on est très humble avec ça. Je pense qu'on apporte beaucoup d'intelligence dans ce qu'on fait parce que on a recruté une équipe de personnes qui sont vraiment très très forts. Mais à côté de ça, on est humble sur notre jeunesse. Tu vois, on peut pas tout savoir, avoir l'expérience. On a besoin d'attraper beaucoup d'expérience et ça, s'entourer d'autres boîtes peut-être un peu plus avancées où il y a d'autres mecs un peu experts dans tel ou tel domaine ou avec des bons mentors et tout. Ça, on a beaucoup fait ça dans la première année et demie. Du coup, on est passé par Lafayette Plug and Play. Okay. Là, on a rencontré plein de mentors, d'experts du marché qui nous ont vraiment donné des épaules. Il y a tout à faire en plus. Bah ouais.
puis on a rencontré des mecs super qui nous ont beaucoup accompagnés et tu sors de là au bout de 3 mois avec des épaules beaucoup plus costauds parce que ça y est, tu sais comment parler à quelqu'un, tu sais, à un référent dans le marché, tu sais, t'as agrégé t'as accumulé beaucoup d'expérience parce qu'on t'a transmis beaucoup de choses en peu de temps. Donc on a fait ça. On a fait Techstars aussi, qui est un gros programme d'accélération américain qui a une antenne à Paris, qui était aussi une super expérience pour les mêmes raisons. Tu vois, Le réseau, les rencontres. Exactement. Ok. Et donc 5 clients, 5 demanders. Vous prenez une com sur chaque produit vendu ? Ouais, c'est pas vraiment une commission parce qu'on a ce modèle de trading, on achète, on revend. On a mis ce modèle en place parce qu'en fait, il est très confortable pour les suppliers parce que je leur dis, ok, moi j'achète. Attends, pardon, j'avais pas ça en tête. Trading, c'est différent. Exactement. D'accord. Donc au moment où toi tu reçois une commande d'achat, tu vas. Je vais essayer de l'acheter à un prix inférieur ou égal chez mon supplier. Ok. Pour la revendre à un prix que vous as défini avec le demand. Le prix est déjà fixé. Moi j'arrive, la commande est en 30, ça y est, le prix il est donné quoi. Donc lui il te demande pas une ristourne là-dessus. Pour augmenter sa marge, le demander. J'ai acheté ma paire de Nike, ma paire d'Adidas à 100 balles sur la Galerie Lafayette. Le modèle de pricing, il est défini à l'avance. Okay. Donc, Galerie, ce qu'on fait avec eux typiquement, c'est qu'on s'aligne sur leur prix de vente quoi qu'il arrive. Je leur dis, ok, moi je regarde à quel prix t'es vendu et puis je vends au même prix que toi. Parce que de toute façon le but c'est de compléter tes trous, c'est pas venir d'aller spéculer pour faire payer plus cher le client parce que le produit est rare, pas du tout. Le but c'est vraiment non mais ils pourraient toi t'imposer 5% de marge en plus pour eux, donc te donner 95 quand j'ai payé 100 par exemple. Ouais, mais ça je négocie avec, on fixe une commission qui est juste pour eux et qui nous permet d'aller sourcer les produits je comprends, c'est du trading en tout cas, ça veut dire que toi tu reçois une commande d'achat, à toi de trouver le meilleur prix. Exactement, le meilleur prix, mais c'est pas que le prix, parce qu'on n'est pas obsédé par faire des grosses marges. D'ailleurs notre modèle à terme c'est pas sur ça que c'est pas nécessairement sur ce modèle là précis qu'on va essayer de générer un cash monstrueux, parce que on accepte aujourd'hui de faire des transactions, même quand on a des toutes petites marges nulles, tu vois, très petites, voire nulles. En développement, donc tu es sur la quali plus que... Ouais, tout à fait, mais même plus que ça, c'est que moi j'ai intérêt à augmenter le volume parce que ça satisfait mes suppliers, ça satisfait mes demanders, et je suis pas du tout, je me positionne pas comme un coût supplémentaire. C'est plus que j'ai l'obligation légale d'acheter moins cher que je vends. Mais c'est ça la raison qu'il y a derrière. Nous, la valeur qu'on crée derrière, elle est beaucoup plus forte que ça. C'est toute la donnée centralisée qu'on accumule. C'est toute la business intelligence dont tu parlais avant et tous les services connexes que tu peux imaginer quand on commence à avoir une position centrale sur des verticaux précis. Tu as cité les Galeries Lafayette, tu peux donner d'autres clients ? Ouais, je peux en citer un autre, c'est Cdiscount avec qui on est en train de lancer en ce moment. C'est une machine de guerre, c'est le premier en France, non ? C'est un des plus gros, ouais. Avec la Fnac peut-être, avec la Fnac et Amazon aussi, ouais. qui a pas mal de parts de marché. Mais ouais, c'est un nouveau demander partenaire avec qui on a une relation assez privilégiée parce qu'ils ont un programme d'innovation dans lequel ils nous ont sourcé qui s'appelle le Lab et qui nous permet d'être vraiment proche des équipes, d'avoir des feedbacks extrêmement précis et de faire un déploiement qui avance bien, quoi. Mais Cdiscount, c'est déjà, pardon, je m'étais loin du micro, Cdiscount, c'est déjà une marketplace en partie. Du coup, ils font déjà ce travail de trouver un produit qui n'est pas en stock en m'offrant d'autres possibilités de l'acheter. Ouais, tout à fait. Après, nous, on le fait un peu différemment, par plus de technologie que de la recherche humaine, on va dire. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que plus tu as de produits sur ta marketplace, en fait, la marketplace est souvent sur la logique de l'extension de catalogue, qui est de dire, moi j'ai une marketplace, du coup je vends des chaussettes, je vais aussi vendre des caleçons. Pour Cdiscount, je vends des iPhones roses et bleus, et donc du coup je vais aussi m'ouvrir au stock de tous les vendeurs qui ont les différentes déclinaisons que j'ai peut-être pas en stock. Plus tu sources de marchands marketplace, plus tu vas avoir de différentes références, donc plus tu vas avoir potentiellement de rupture de stock. Donc en fait, il y a deux paramètres qui sont à mettre tu vas regarder de près quand tu es une équipe marketplace. C'est ton nombre de références, à quel point tu es capable de sourcer beaucoup de produits différents. Et le deuxième, c'est ton taux de recouvrement, c'est-à-dire sur une référence donnée en moyenne, combien tu as de revendeurs pour prendre le relais de l'autre s'il y a un trou, quoi. Donc c'est vraiment sur ça qu'on travaille en particulier. Ok, et c'est là-dessus que vous les assistez. Exactement. Enfin, et sur des verticaux où ils sont pas spécialement forts. Okay. Ouais, Cdiscount, c'est évidemment un des leaders et on admire beaucoup ce qu'ils font. Il y a des verticaux sur lesquels on a une légitimité à aller travailler. Ok, entendu. Comment est-ce que vous développez vous-même d'ailleurs pour les nouveaux clients? Quelles sont vos méthodes? Quelles techniques tu utilises? Alors c'est des gros acteurs, donc j'imagine que c'est essentiellement de l'humain.
de la rencontre, du cold email, comment? Aujourd'hui, on a la chance pour le coup sur, je dois gérer une trentaine tu vois, un mec qui gère une trentaine de leads. En pratique, 90% c'est de lead bound. On vient vers nous, soit on s'est croisé à un moment et puis on reçoit un mail parce que suite à un salon, soit deux directeurs e-commerce ont parlé entre eux. Tu participes à des salons? Ouais, on en a fait quelques-uns. On en fait beaucoup moins en ce moment parce qu'en fait, on a trop, entre guillemets, c'est un bon problème. On a beaucoup de deals entrants à gérer. Okay. Mais on a beaucoup de deals entrants. Ça, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est côté Demandr. Mais après, c'est ça, c'est ce que tu dis. Hein, c'est de l'enterprise sales, c'est de l'humain. Tu dois discuter avec les gens, comprendre c'est quoi vraiment la douleur et puis essayer de trouver la bonne manière d'implémenter la solution. Côté supplier, ça, c'est en général, ça peut être les mêmes acteurs, mais ça peut être aussi plein de petits gens, plein de petits magasins qui ont du stock d'e-shop qui ont du stock un peu partout en Europe. C'est presque plus difficile de trouver tes suppliers que tes Demandr. Non, il y en a beaucoup plus en fait. C'est un marché encore plus éclaté du coup. Ouais, la partie difficile c'est peut-être de générer le lead, donc de savoir c'est qui celui que tu as envie d'attaquer. Mais après c'est des petites boîtes, tu parles directement au boss et puis tu deals très très vite quoi. Ok. À quel type de société quelle est votre cible? Sur les suppliers? Non, sur les Demandr. Sur les Demandr, aujourd'hui, c'est plutôt des sites e-commerce qui font, on va dire, entre 5 et plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel au moins. Parce que en dessous de ça, il y a un trafic qui est pas forcément énorme et du coup, il y a peut-être d'autres leviers à activer avant de bosser sur la rupture. Mais dès que ça dépasse 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, on a un énorme intérêt, un énorme impact pour eux. Plutôt dans les verticaux chaussures et mode. Chaussures, mode, sportswear. Et puis et après c'est vraiment les deux. Après on aime bien aussi les retailers avec un prix moyen un peu élevé parce qu'on a des performances qui sont peut-être un peu meilleures, mais globalement on est ouvert à n'importe quel site e-commerce qui respecte ces conditions. Ok. Est-ce qu'il y a eu des plantages, des erreurs dans votre développement? Bah ça toujours, t'as des plantages tous les jours, même tu te brosses les dents, tu frottes un peu trop fort, tu saignes un peu, mais c'est pas grave, ça fait partie du truc. Il y en a un principal dans vos développements auquel tu penses, dont tu peux... Moi je pense que... Dont t'as appris, qui t'a permis d'apprendre quelque chose? Ouais. Non, pour le coup, avec nos Demandr, et c'est pour ça qu'on en a très peu, ça se passe bien, parce qu'on en a très peu, on fait extrêmement attention. Donc non, on n'a pas de plantage sur les déploiements qu'on fait avec nos partenaires. Si parfois ça nous est déjà arrivé au tout début avec Galerie d'avoir une semaine, on est down, le truc est complètement éteint et on a 2 jours de panique. C'est déjà arrivé, mais aujourd'hui on a une tech qui commence à être très très robuste. Non, je pense que les galères qu'on a, c'est plus les galères d'entrepreneurs que tu as tous les jours, quoi. Genre le recrutement, qui est de loin le truc le plus dur. Vous avez levé des sous? Ouais, on a levé un peu de cash il y a 1 an. Ok. Et puis le montant est officiel, annoncé? Ouais, on peut le dire sans grand problème. On a levé un peu plus d'1 million d'euros avec des angels assez rapidement. Ok. Et comme on avance vraiment bien, on risque d'activer un prochain tour assez rapidement. D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil que tu peux donner à un e-commerçant concernant les flux? À partir de quel stade de développement, par exemple, il faut que je commence à m'en occuper? Qu'est-ce que tu peux dire à un e-commerçant? Moi, je pense que c'est une bonne chose de se poser ces questions-là assez tôt. Parce qu'en fait, si tu as envie d'être compétitif aujourd'hui sur le marché du e-commerce, mais c'est vrai sur plein d'autres marchés, hein, tu as besoin d'être interfacé avec beaucoup d'acteurs. Le marché aujourd'hui, il est complexe. Pour être performant, tu as besoin d'avoir plein de canaux différents d'acquisition, d'advertising, de distribution. Et donc, tu as envie d'avoir une technologie qui est... T'as envie que techniquement, tu sois capable de te brancher un peu, à t'interconnecter avec n'importe qui, et en plus de ça, de tester facilement, de voir, teste lui, ok, celui-là il marche bien, je vais tester celui-là. Et donc pour moi, c'est une question à se poser très tôt. Comment tu architectures ta donnée pour être sûr que tu as bien les bons champs, que tu te poses les bonnes questions, que ta base de données elle stocke bien les bonnes informations, que t'as pas des données de catalogue complètement absurdes, complètement sales, etc. Ça, c'est important de se poser cette question tôt. Et après, je pense que dans l'entreprise, chez un e-commerçant, après évidemment, ils sont tous organisés un peu différemment en fonction de leur maturité, de la taille de la boîte, s'ils sont natifs ou pas. C'est très important d'avoir un mec référent. S'ils sont natifs ou pas? S'ils sont natifs ou pas, c'est-à-dire qu'en général, un Galeries Lafayette, il va pas être organisé comme un Cdiscount, pour reprendre les 2 exemples, parce que Cdiscount, c'est un natif du e-commerce. Oui, d'accord. Par exemple, il a pas de directeur e-commerce, tu vois, c'est un site e-commerce. Donc ils sont organisés un peu différemment. Mais je pense que quel que soit leur orga, il faut qu'il y ait un mec qui soit référent des flux, que tu aies un référent technique qui sache bien sortir les flux qu'il faut pour pouvoir s'interconnecter avec qui tu veux.
parce que c'est extrêmement important, c'est extrêmement stratégique pour pouvoir tester des nouveaux leviers d'acquisition, des nouveaux canaux de distribution. De générer ces flux produits le plus rapidement possible. Le plus rapidement et avec la donnée la plus fiable. La plus fiable, ok. Avec des plateformes sur étagère, il y a peu de chances que la donnée soit pas fiable de toute façon. Si je suis natif, pour une DNVB, qui est sur Shopify, Presta ou ailleurs... Pas forcément, c'est vraiment pas évident. Okay. C'est pas évident parce que oui, t'as des frameworks e-commerce, donc des plateformes natives e-commerce qui sont peut-être moins customisables que d'autres, et du coup ça implique forcément que la donnée elle est plus standardisée dans certaines que d'autres. Tu citais Shopify, c'est probablement le meilleur exemple, tu vois, c'est hyper carré, l'API est extrêmement rigide, ce qui est une bonne chose pour le e-commerçant assez jeune en général. C'est des petites boîtes qui se mettent sur Shopify au début, parce que le truc est hyper standard en fait. Donc quand tu fais ton export, t'as peu de surprises. T'as d'autres trucs qui sont beaucoup plus customisés. C'est pas du tout évident que t'aies une donnée propre après quelques années. Ok. Je pense à un truc, on l'a pas abordé plus tôt, mais en fait, je pourrais faire un site e-commerce sans produit, uniquement avec Stockly. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors aujourd'hui, on fait c'est quelque chose qui arrivera peut-être un moment, mais aujourd'hui on laisse quand même complètement la responsabilité au site, au demandeur de créer ses fiches produits. Donc nous on va pas créer du contenu ou des choses comme ça, mais oui tu peux tout à fait demain créer adidasstandsmith.com et qui vont que des Stan Smith, il y en a toujours en stock et en passant par un outil comme le vôtre. Tu vas te sourcer chez Stockly, ouais. En principe tu peux tout à fait faire ça, mais c'est ce que font toutes les marketplaces aujourd'hui. Tu vois, une marketplace qui se crée dans le sport ou quel que soit le domaine, il y en a plein aujourd'hui qui n'ont pas de stock du tout et qui se reposent juste sur le stock de marchands. Okay. Nous on essaye de justement mutualiser tous les marchands qui peuvent exister pour que n'importe quel e-commerce ou marketplace qui se crée, il branche Stockly, il ait déjà accès à tout le stock du monde très facilement. Merci énormément. J'ai appris beaucoup de choses. J'en ai approfondi d'autres. Discussion passionnante. Je tiens à remercier Jean-Charles Kurdali, qui anime un podcast qui s'appelle Dans la tête d'un VC, qui nous a permis d'entrer en contact. Merci Jean-Charles, et qui avait parlé de toi à mon associé Mathieu, qui anime un super podcast aussi, Génération de It Yourself, mais lui il est largement plus connu que moi, donc vous devez forcément connaître. Merci beaucoup Elliot. À très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Vous pouvez le noter et laisser un commentaire sympathique sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast de prédilection, ça nous aide à remonter dans les classements. Vous pouvez aussi partager le panier autour de vous par email, sur les réseaux ou un dîner, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous avez besoin de vous faire accompagner pour votre stratégie digitale, votre site internet, vos tactiques marketing ou de contenu, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de Cosa Vostra ou à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.